Donc voilà, moi je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadine Guirao. Je fais partie donc du collectif Pays de Thau Horta-Afta. Je suis élue de l'opposition à la mairie de Montagnac. Et lors d'un dernier conseil municipal, avec les conseillers de l'opposition, nous avions demandé à la mairie, aux maires et aux conseillers municipaux de déclarer Montagnac Horta-Afta. Donc monsieur le maire nous a répondu que pour l'instant ils n'étaient pas assez informés sur ce qu'était vraiment véritablement le Horta-Afta et les conséquences et que donc ils attendaient d'avoir plus d'informations. Sur ce, nous avons donc proposé à la municipalité donc, et à la commune de Montagnac cette réunion. Nous avons proposé cette réunion de ce soir avec le collectif. Alors, le TAFTA vient, qu'est-ce que ça veut dire en anglais, Transatlantic Free Trade Agreement. Donc, en français, c'est un projet d'accord transatlantique de libre-échange et d'investissement. On entend aussi parler de TTIP, ou de GMT, ou de PTCI. Donc tout ça pour désigner ce traité en fait. Bref, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces sigles? Ben, encore aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup trop de citoyens ne savent pas ce que c'est. Et si ces accords sont ratifiés, voilà, il va y avoir beaucoup de conséquences dans notre proche avenir, dans notre vie quotidienne. C'est pour cette raison que, depuis sa création, le collectif Pays de Thau Horta-Afta mène des campagnes d'information dans les différentes villes, villages, plutôt environnants. Voilà, il faut préciser qu'en France, il y a 130 collectifs locaux et 338 collectivités qui se sont déjà déclarées Horta-Afta ou en vigilance, et ceci grâce à l'information et à la campagne d'information que tous ces collectifs ont menée. Nous allons tenter d'éclairer un peu, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce que c'est. D'abord avec la projection d'un petit film Casse du siècle, et donc c'est produit par la Fédération des syndicats belges. Il y aura une intervention de 5 minutes de Serge Azaïs, qui est membre du collectif Vigneron, président de l'association Terre de Liens, qui va lui nous parler des conséquences du TAFTA sur l'agriculture et sur l'environnement. Xavier Marchand, membre fondateur du collectif Pays de Thau Horta-Afta et professeur d'histoire au Collège de Montagnac, va lui nous expliquer quelles vont être les incidences sur la démocratie locale et nationale. Ensuite viendra le débat citoyen avec vous pour échanger toutes les questions et peut-être les réponses que vous avez, et avec Valérie Machecourt, membre du collectif, qui vous fera passer le micro, qui vous donnera la parole. Avant de passer donc à la projection du film, je vais vous lire un petit historique sur la création du collectif de Metz que Xavier Marchand a rédigé. Voilà. Donc en décembre 2014, une réunion d'information avait été organisée à Metz à l'initiative du collectif Rouge Vif. Alors ce collectif, il y a sous le barnum, c'est le collectif, qui a pour but de redonner la parole aux citoyens et d'engager des débats d'idées et des luttes autour des enjeux collectifs. Lors de cette réunion, la fondation du collectif avait été proposée. Le collectif a été fondé le 7 février 2015 à Metz. Mais lors de la réunion de préparation de sa fondation, il avait été décidé de l'élargir au Pays de Thau, donc aux 3 communautés de communes riveraines de l'étang. 33 communes sont donc concernées, de Port-Iragne à Vic-la-Gardiole, d'ouest en est, et de Agde à Adissan, du sud au nord. À ce jour, l'appel à fonder et rejoindre ce collectif a recueilli plus de 177 signatures sur le site www.thauhortafta.fr. Le 25 février 2015, la ville de Metz s'est déclarée Horta-Afta. Le lendemain, le collectif est allé assister à la réunion de la communauté de communes du Nord-Bassin de Thau pour amener une lettre à tous les élus afin de leur proposer de co-organiser localement des réunions d'information. L'accueil a été très bon et le président Yves Pietrasenta de la communauté de communes nous a informé publiquement de sa volonté de proposer à la CCNBT une résolution dénonçant le TAFTA dans un proche avenir. Je m'appelle Bruno Poncelet. Et si j'ai décidé de combattre le grand marché transatlantique, c'est parce qu'en fait j'ai découvert ce projet un peu par hasard à l'été 2009. En fait, je voulais travailler avec un ami qui s'appelle Riccardo Querenti, et quand on a découvert l'impact que ça pourrait avoir pour la population, on s'est dit qu'on avait face à nous une véritable bombe sociale, et on a décidé de se lancer.
Si le grand marché transatlantique voit le jour, ça va être une catastrophe sociale, écologique et démocratique qui va véritablement dynamiter le modèle de vie à l'européenne. La démocratie économique, en fait, ça ressemble à une petite gare qui aurait protégé les gens les plus pauvres pour leur permettre d'avoir les moyens de vivre, de s'abriter, de nourrir leurs enfants. Et c'est ce qui a permis de créer les classes moyennes. Malheureusement, depuis quelques décennies à présent, l'Europe est en train de nous emmener dans un train fou. Un train fou qui nous éloigne de la petite gare de la démocratie économique pour nous emmener vers une logique à la fois abstraite, irréelle mais très concrète dans ses conséquences sur les gens, et mensongère qui s'appelle le libre-échange. We will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union, because trade that is fair and free across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs. President Obama believes there's a really unique opportunity looking at us now, and that is for the transatlantic partnership, investment, and trade agreement. I am delighted to announce today that the European Union and the United States have decided to initiate internal procedures to launch negotiations with the aim of reaching a groundbreaking free trade agreement, the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ma position est la suivante. Je suis pour qu'il y ait une négociation qui s'ouvre pour lutter contre un certain nombre de barrières douanières ou de freins aux échanges de façon à favoriser la croissance. Qui négocie ce projet de grand marché transatlantique? Alors, ce sont d'une part les États-Unis, d'autre part la Commission européenne. Et là où c'est intéressant, c'est que ce pas des gens qui ont un mandat politique pour négocier ça. Donc ce pas des gens qui se sont présentés devant les électeurs. Donc ceux qui négocient, ce sont des experts, désignés d'une part par le gouvernement des États-Unis, d'autre part par la Commission européenne. Il y a 20 groupes d'experts qui travaillent, donc qui se négocient tous les quelques mois durant 4-5 jours, et qui donc sont en train de négocier concrètement quoi? L'harmonisation des lois européennes et américaines pour créer des lois transatlantiques. C'est un travail politique, ça c'est un job qui se décide de façon démocratique. Et ici pas du tout, puisque ceux qui ont ce mandat de négociation ne sont pas des gens élus qui se sont présentés avec un programme politique, ce sont des technocrates désignés par la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis. Au Parlement européen, il y a 751 députés. Les lobbyistes, eux, sont 25 000 ou 30 000, on ne sait pas très bien. Discrètement, très discrètement, ils font pression sur les décideurs et les élus, en général pour le compte d'entreprises privées. Nous avons décidé il y a 3 ans de faire du 100% bio dans toutes nos cantines scolaires. On a 900 repas par jour qu'on propose aux élèves. On vient de rajouter d'ailleurs une demi-journée supplémentaire d'école. Donc on a profité pour offrir aussi un repas supplémentaire dans la semaine. Donc on a 5 repas qui sont faits 100% bio. C'est une filière aussi, non seulement le bio, mais on veut relocaliser la production du côté sur l'agglomération dunkerquoise pour avoir des circuits courts, pour développer l'emploi. Enfin voilà, il y a plein de... Et ce choix-là peut être complètement remis en cause en disant vous n'avez pas le droit de localiser, de relocaliser votre production sur le coin. On peut être attaqué, dans nos choix politiques, on peut être attaqué. Voilà, pour le sacré concurrence libre et non faussée que l'Europe déjà met en avant, mais là, pour le coup, ce grand marché que représenterait 850 ou 900 millions de consommateurs représente aujourd'hui, et c'est bien le but de ce traité transatlantique, c'est bien d'ouvrir un marché immense à toutes ces multinationales. On va être obligé de mettre la négociation et le contenu de cette négociation sur la table. Les élus politiques vont devoir le faire, les gouvernements, l'Europe va devoir faire ça. Donc ça, c'est une vraie chose. Et puis après, je fais de la résistance. Je ferai de la résistance localement. On sera attaqué en justice, peut-être, on verra bien. Mais voilà, ça fera encore de la médiatisation. Et on verra derrière qui va gagner. Mais là, pour la protection de nos populations, pour la protection de leur santé, pour la protection de notre avenir commun, on sera en résistance, clairement, si jamais des choses comme ça étaient signées plus tard. Pour faire d'abord le point sur l'actualité de la lutte contre le TAFTA et sur les négociations, mais surtout pour parler de l'incidence sur la démocratie locale. Vous avez vu le petit schéma derrière Génard qui montrait 69 îles hors TAFTA ou en vigilance, on est à 350. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, ce que le maire disait, s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation, il y a énormément de choses qui ont bougé sur ce traité. Une des choses qui sont très importantes, c'est que, par exemple, sous la pression des gens qui ont demandé des informations, on a j'ai pu récupérer, je me suis mis en danger malgré la loi sur le renseignement, j'ai pu récupérer sur Internet, je plaisante, tout le monde aurait pu le faire, le mandat de négociation des commissaires européens qui maintenant est disponible. Et je vais vous lire les passages de ce mandat européen
qui indique comment le TAFTA s'appliquerait par-dessus toutes les lois de toutes les collectivités territoriales. Je vais juste vous lire ça. Alors ce texte-là, on peut l'avoir parce qu'il y a eu une pression populaire très importante. C'est cette même pression populaire qui avait fait capoter les échanges sur la GCS, l'accord général sur la commercialisation des services. Dans les pays du Sud, c'est la mise en concurrence des agricultures des pays riches et des pays pauvres qui avait fait que les agriculteurs ne voulaient plus cet accord-là. Et dans nos pays à nous, dans les pays développés, c'est tout simplement la pression populaire qui a fait capoter la GCS. La GCS c'était la même chose que le TAFTA, mais à l'échelle mondiale. Du coup, ils ont lancé le TAFTA pour essayer de négocier quelque chose et de créer un autre grand marché. Donc quand on regarde, quand on cherche sur Internet maintenant les documents pour avoir le mandat, qu'est-ce qui se négocie au niveau de la démocratie? On va sur le site de l'Union européenne et on trouve ce document qui est là. Et ce document qui est là, je vais le mettre sur la table, vous pouvez le lire. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a marqué dessus « déclassifié ». C'est-à-dire que c'est un document, les négociations étaient secrètes. C'est un document qui était classé top secret. Ça fait rêver, c'est un truc de malade. Attention, c'est pas le traité lui-même, c'est le mandat de négociation. Comme on est dans une négociation économique, c'est une vraie partie du poker, donc on n'a pas accès à ce qui est véritablement négocié. On ne sait pas. Mais au niveau des instructions sur la démocratie, le texte est là, je le mets sur la table, vous pouvez le regarder. Il est en ligne sur le site aussi, et tout le monde peut le trouver. 4 articles. 4 articles. Article 4. Les obligations de l'accord engageront tous les niveaux de gouvernement. Je n'ai pas besoin de traduire. Article 23. Toutes les autorités et entités infranationales, il précise, entre parenthèses, comme les États ou les municipalités. C'est pas un commentaire. Donc les autorités et entités infranationales comme les États ou les municipalités devraient se conformer efficacement aux dispositions du chapitre de protection des investissements du présent accord. Article 24. L'accord visera à accroître l'accès mutuel au marché public à tous les niveaux administratifs. Et là, il précise. C'est le mandat des négociateurs européens, ça. National, régional et local. Et dans le secteur des services publics, couvrant les opérations pertinentes d'entreprises opérant dans ce domaine et assurant un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. Techniquement, Microsoft demain peut attaquer la mairie de Montagnac parce qu'elle fait du soutien en mathématiques, alors que Microsoft pourrait gagner de l'argent en vendant du soutien en mathématiques. C'est ça que ça veut dire. Dernier article, l'accord sera obligatoire pour toutes les institutions ayant un pouvoir de régulation et les autres autorités compétentes des deux parties. C'est très clair. Ça, c'est ce que l'Union européenne est chargée de négocier. Voilà, j'ai terminé sur la démocratie. C'est très simple, ça va très vite. La dernière chose à dire, c'est que la situation s'est beaucoup améliorée depuis qu'il y a un grand nombre de villes qui se sont déclarées hors TAFTA ou en vigilance. Le département de l'Hérault s'est déclaré en vigilance. Metz, comme la ville de Bédarieux, s'est déclarée hors TAFTA. Il faut savoir que cette chose-là a un poids qui est très important. C'est pas que symbolique. On est en train de parler de démocratie. Je vais terminer juste en donnant une information qui est très importante. Ce traité contient maintenant tellement de dispositions que ce n'est plus un simple traité commercial. Si c'était un simple traité commercial, le fait d'avoir ratifié la Constitution européenne ferait que le Parlement européen pourrait ratifier ce traité. Ce n'est plus le cas. Ce traité est maintenant un traité mixte. Ça a été reconnu par le gouvernement français et ça a été reconnu par le gouvernement allemand. Et du fait de sa mixité, ce traité ne pourra être ratifié qu'avec l'accord des parlements nationaux de tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand vous posez la main sur l'épaule d'un conseiller municipal, d'un maire, et que vous réussissez à lui montrer qu'il faut qu'il mette sa commune ou sa communauté de communes hors TAFTA, si vous arrivez à toucher le député à l'échelon au-dessus, c'est bingo, on gagne. À la mairie de Metz, ils sont d'accord pour qu'on aille rencontrer avec les gens du collectif le député de la circonscription. Et là, on va parler à la personne qui devra ratifier ou non. Là, on est vraiment dans la démocratie, on n'est pas dans le symbole. Un petit verre d'eau de Javel, ça vous dit? Je dis ça parce qu'aux États-Unis, c'est la manière dont on traite les viandes pour faire des économies, pour rentabiliser le personnel, pour rentabiliser la croissance et l'abattage des bêtes. On utilise des hormones, on utilise de la ractopamine, on utilise de l'eau de Javel, on utilise du chlore.
Tous ces produits-là, ils pourraient demain se retrouver sur le marché européen si on ouvre le marché agricole européen aux États-Unis, ce qui est dans le cadre des négociations actuellement possibles. Je tiens par ailleurs à ajouter que ce n'est pas la première fois que ça se produirait, puisque en 2008, la Commission européenne avait déjà tenté d'introduire le poulet au chlore sur le sol européen. Heureusement, les États européens avaient dit non. Malheureusement, si le marché transatlantique est créé, il est possible que les États européens disent oui. Mon père, il a vécu à une époque où il y avait la préférence communautaire, donc quand on produisait ce qu'on avait besoin, on n'importait rien. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein? Donc, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans la viande, que ce soit dans le lait, quand on en produisait assez en Europe, on n'en achetait pas. On faisait avec ce qu'on produisait dans l'Europe. Ça restait dans le ménage européen. Hein? Aujourd'hui, ils ont bafoué ça. Et maintenant, il y a la préférence au moins cher. Quand c'est moins cher là-bas, les industriels, ils vont acheter la matière première là-bas. Toi, t'es bafoué, on n'a plus besoin de ta camelote. Tu peux bien fermer ta boutique. C'est ce qui se passe avec Mittal, parce qu'il n'y a plus de barrière douanière, parce que c'est la passoire. C'est la préférence au moins cher. La logique de la mise en concurrence permanente, c'est plus l'Europe qui commande, c'est les multinationales. C'est les multinationales qui veulent être fournies avec de la matière première le moins cher possible, pour pouvoir faire la valeur ajoutée avec l'écart le plus grand. Et après ça, on fournit la grande distribution, hein, qui, elle, met en marché, et là, ils prennent encore une substance. Et ces deux sociétés-là, qui sont après moi, ne payent pas d'impôts, parce qu'ils sont l'actionnariat, les intérêts notionnels, fait qu'ils ne payent presque pas d'impôts. Alors, on va financer le social comment? Comment est-ce qu'il est encore possible de faire un travail de qualité, des produits de qualité, quand on est soumis à une telle concurrence? C'est la qualité qui perd. Les standards, c'est pas la qualité. Les standards, c'est... Ça sort, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps le même goût, ça a tout le temps la même couleur, hein, et ça sort. Avec un prix ras les pâquerettes. Comment est-ce qu'on y arrive? Ils ne veulent pas le savoir. C'est bon. C'est bon, mais c'est pas forcément bon derrière. Hein. Maintenant, si tu veux des produits du terroir, des AOP, des AOC, si les accords transatlantiques passent, ça c'est terminé. Tout ce qui est appellation d'origine protégée, les fromages dans certaines régions et là, on ne pourra pas les exporter aux États-Unis, ils n'en veulent pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter. C'est triste, mais c'est comme ça. Au niveau agricole, effectivement, le TAFTA ne fait que prolonger la GCS et aussi le GATT, qui date au début des années 90. Effectivement, c'est le modèle agricole. Sur le modèle agricole, et en particulier les pays de l'Europe du Sud, qui étaient basés sur une petite agriculture, on appelle ça en termes l'agriculture paysanne, est complètement détruite par ce système-là. Et le GATT, la GCS et aujourd'hui le TAFTA reprennent chaque fois les mêmes choses. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est donner du pouvoir aux multinationales. Les multinationales de l'agroalimentaire sont excessivement puissantes. Je peux que vous dire que l'alimentation, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur la planète et qu'aujourd'hui, elle est menacée. Alors, aujourd'hui, le TAFTA, si cet accord se faisait entre les États-Unis et l'Europe, c'est quand même 55% des échanges commerciaux mondiaux pour 800 millions d'habitants. Hein. Donc la population est très marginale par rapport à la population mondiale. Et on voit que cette incidence aussi aurait beaucoup de conséquences sur les pays en voie de développement. Donc voilà. Parce qu'on pense toujours que ces traités entre l'Europe et les États-Unis n'auraient que des conséquences chez nous, mais peut-être les conséquences seraient plus graves sur ces pays en développement, et en particulier de l'Afrique et certainement de l'Amérique du Sud. Après, les conséquences directes sur les agriculteurs et sur les consommateurs, puisque c'est le produit fini qui nourrit les gens. Donc voilà. Donc il y a eu un résumé assez intéressant dans ce film. Aujourd'hui, quand on rentre dans un système libéral, tout ce qui peut gêner, il faut qu'il soit supprimé. Donc, effectivement, dans cet accord, c'est la baisse
des taxes douanières, ça c'est la première des choses, mais après, c'est tout ce qui peut être un barrage, mais qui ne sont pas des taxes. Et le modèle européen du Sud, en particulier la France, mais aussi bien l'Italie, le Portugal, voire la Grèce, où on a construit cette agriculture pour surtout donner un revenu aux petits paysans et s'approprier des produits de qualité. En France, c'est surtout l'INAO qui a créé ceci. Donc l'INAO est à l'origine des appellations, des AOP aujourd'hui, et aujourd'hui aussi de tous les signes distinctifs en pays. C'est-à-dire ici, quand on peut parler des vins de pays, on peut parler, etc. Donc voilà, tout ça. Alors, nous peut-être ici, en France, ou même mes amis qui sont paysans, ne se rendent pas compte réellement qu'ils sont protégés par ces systèmes-là. Mais effectivement, je peux parler parce que moi je suis producteur. Eh bien aujourd'hui, moi je m'aperçois de la réussite de l'appellation Picpoul de Pinette, qui aujourd'hui est en manque de produits, qui est peut-être aujourd'hui l'appellation qui est la plus rémunératrice de tout le secteur du Languedoc. Mais ça, c'est des acquis. Et donc aujourd'hui, les Américains voudraient nous faire boire du vin blanc, sans identification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin, pour consommer du vin, de s'appeler Picpoul de Pinette ou Bordeaux, etc. Donc aujourd'hui, vous êtes des consommateurs, vous achetez un verre, vous achetez du vin. Et s'il est blanc, il est blanc. Si vous voulez dire. Mais pas d'identification. Et pourtant, c'est bien là-dessus que s'est créée la valeur. Et surtout, la valeur pour le paysan, mais aussi la sécurité alimentaire pour le consommateur. Et la qualité. C'est les deux choses, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce système-là, on donne une rémunération aux paysans, on les fixe sur un territoire, et eux, parce que quand même, sur les AOC, tout ça, les critères de production sont assez exigeants, et ce qui est plutôt bien, fait qu'à la sortie, il y a un produit qui est de qualité gustative et sanitairement très, très respectueux. Et aujourd'hui, depuis les années 80, le côté environnemental est rentré à 100%, et en plus, il y a une protection de l'environnement qui est de plus en plus forte. Voilà. Bon, pour les Américains en particulier, mais pour les multinationales françaises, allemandes, etc., c'est le même système, c'est de tomber tous ces systèmes-là, de manière que quand vous achetez de la viande, ce ne soit pas la viande de l'ouvrage, vous achetez du bœuf qui soit américain, qui soit... Et après, c'est l'exigence américaine surtout, parce que c'est eux ce qui pèsent dans la balance. Les multinationales sont à 80% américaines. Donc c'est eux ce qui pèsent. Donc eux aujourd'hui, ils mangent du bœuf aux hormones là-bas, il n'y a pas de souci. Donc ils veulent nous imposer ici qu'on mange le bœuf aux hormones. Et à savoir que nous, le cheptel américain, états-unien, et le plus grand cheptel bovin du monde, à lui tout seul, c'est 50% des bovins de la planète, et bien concurrentiellement, on mangera du bœuf aux hormones des États-Unis. Et nos éleveurs plieront. Et ceux qui voudront résister, ça sera de la finance étrangère et qui viendra s'approprier du foncier en France et qui fera des élevages tout à fait industriels comme les vaches, etc. Parlons du vin. Je vois qu'il y a peu de viticulteurs. Je ne vais pas parler tellement de ce que je vous dis, les barrières instituées par les AOC et les AOP, mais sur le profil du vin. Les États-Unis n'ont jamais signé, ne sont pas membres de l'Organisation mondiale du vin. Il y a une organisation qui donne un statut au vin et comment on peut faire le vin. Mais les Américains n'ont pas voulu le signer parce que pour eux, dans le vin, quand vous achetez du vin aux États-Unis, vous pouvez avoir des injections d'eau, de colorants, chimiques je parlais, d'aromatisation des goûts. Vous voulez un vin à la myrtille, vous voulez un vin à la framboise, et bien vous l'aurez. Donc voilà, donc je peux dire aujourd'hui, si on subit les États-Unis dans cet accord-là, on ne produira plus de vin, on fabriquera du vin. Voilà la différence. L'exemple du vin, c'est partout, surtout du yaourt, jusqu'à tous les fromages. Je veux dire,
vous aurez des difficultés à trouver des fromages au lait cru. Les 340 fromages AOP en France seront quasiment disparus. Et l'utilisation des mots, vous pourrez trouver du champagne fabriqué aux États-Unis. Il y aura le vol des mots aussi. Les châteaux, etc., aux États-Unis, où c'est bien des noms déposés à la française. Voilà. C'est tout ça qui est grave parce que c'est les petits paysans, c'est les territoires qui risquent de se vider, et c'est les consommateurs, ce sera vraiment la malbouffe. Alors, on est perdant sur tous les champs, donc effectivement, le TAFTA, il ne faut absolument pas qu'il passe. Alors le grand marché transatlantique, c'est un peu comme inviter les entreprises au restaurant. C'est les inviter à choisir elles-mêmes les législations sociales, fiscales, voire environnementales auxquelles elles vont être soumises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà dans le marché unique européen, les entreprises ont droit entre 28 plats différents, 28 pays différents, 28 niveaux de salaire différents. Si on signe un marché transatlantique, elles auront le choix entre 78 États différents. Et elles pourront choisir, est-ce que je préfère financer la sécurité sociale en Belgique ou est-ce que je préfère ne pas la financer aux États-Unis? Est-ce que je préfère payer des salaires à la française ou plutôt des salaires comme on propose au fond du Kentucky? Et donc, ça ne va pas être positif pour les gens. Selon Karel de Gucht, le libre marché transatlantique va permettre de créer de la croissance, de l'emploi et de la prospérité. Mais dès que les accords vont être signés, le ton va changer. Et le ton, ça va être de devenir aïe, 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 aïe. La concurrence internationale rend difficile pour nos entreprises de créer de l'emploi, de faire des investissements. Et donc, il va falloir faire des cadeaux aux entreprises, il va falloir diminuer les salaires pour leur permettre justement de créer de l'emploi. Autrement dit, le grand marché transatlantique, c'est des emplois plus précaires. On est déjà en période d'austérité, on nous dit déjà qu'on doit faire des économies au niveau des finances publiques et demain on va rajouter de la compétition fiscale entre les États. Autrement dit, plus de difficultés pour les États de faire rentrer l'argent dans les caisses. Ça c'est la première difficulté, donc on va avoir du mal à financer la sécurité sociale. Le deuxième danger, c'est qu'aux États-Unis, il y a toute une série d'entreprises qui sont spécialisées dans la privatisation des soins de santé. Parce que la sécurité sociale publique n'existe pas. Et ces entreprises qui ont des dents longues comme ça, qui créent des lobbies comme l'Alliance pour des soins de santé compétitifs, elles ne demandent qu'une chose. C'est un grand marché transatlantique pour pouvoir fondre sur la sécurité sociale, la faire disparaître et rendre ça privé. J'ai un ami qui a dû se faire opérer de l'appendicite. Ça lui a coûté quelques centaines d'euros. Mais s'il avait dû payer l'intégralité de l'opération, ça lui aurait coûté la somme de 3 867 euros. Alors, si jamais on conclut un grand marché transatlantique et qu'on privatise la sécurité sociale, il est clair que l'accès aux soins de santé deviendra beaucoup plus cher et pour beaucoup de personnes, impossible. Donc, si vous voulez intervenir donc, sur le film, sur les interventions de Xavier Marchand et de Serge, ça pose quand même un certain nombre de questions ou de réflexions. Moi, je fais partie du collectif anti-gaz de schiste et anti-TAFTA de Présidence Castelnuovo et d'autres collectifs encore. Et moi, je voulais signaler le fait que si ce traité se signe, ce sera la porte ouverte à tout ce que nous ne voulons pas. À ce niveau-là, on ne va plus s'opposer au gaz de schiste, par exemple. On prend l'exemple du traité nord-américain, que les Américains ont signé donc avec le Canada et le Mexique. Et lorsque la province de Québec a voté un moratoire sur le gaz de schiste à cause des effets désastreux sur l'environnement, la compagnie américaine, Lone Pine Energy, a demandé 250 millions de dollars au gouvernement canadien. Donc c'est vraiment, il faut vraiment réfléchir, faire le plus possible pression sur nos élus pour que ça ne puisse pas se faire. Autre détail aussi dans le film, Obama dit que ce traité va amener des millions d'emplois aux États-Unis. Depuis qu'il y a le traité avec l'Amérique du Nord et du Canada, ils ont perdu au contraire plus d'1 million d'emplois, car tout a été désaxé. Délocalisé. À l'heure actuelle, il n'y a que 3 personnes par pays qui soient au courant de tous les textes qui sont cachés du public. Et également, sur les 28 pays concernés de Communauté européenne, il y a certains pays où il est interdit déjà d'en parler publiquement.
Je vous donne un autre exemple de ce qui se passe actuellement. L'Australie, il y a un an, avait décidé de vendre les paquets de cigarettes sans publicité, simplement avec un paquet neutre, son nom, etc. Ce que justement le système politique français veut essayer d'imposer actuellement. Suite à cette loi qui a été passée donc, il y a un an, Philip Morris, une société américaine qui vend des cigarettes bien sûr en Australie, qui n'a pas de contrat style de TAFTA avec l'Australie, mais qui vend par le biais donc comme à travers un autre contrat similaire. Ils ont maintenant entré un procès contre le gouvernement australien pour manque à gagner de l'ordre de 450 millions de dollars. Voilà le genre de choses qui nous attendent avec le TAFTA. Ça fait un an qu'on milite là pour lutter contre le TAFTA. Il y a un point qui est quand même incroyable, c'est le silence des médias. Nous, on est frappés parce que bon, on obtient une information, on voit un truc dangereux qui se présente, on en parle à gauche, à droite, et puis silence radio, rien du tout. À l'automne, là, on est allé faire une intervention au Ciné Mistral à Frontignan. Donc, en plus, c'était une soirée un peu spéciale, donc c'était pas grand public, c'était des militants, des gens des milieux associatifs, etc. Des gens normalement informés, quoi. Eh ben, je distribuais les trucs, les tracts dans la queue, et puis j'essayais d'en parler sur, je sais pas moi, une proportion de peut-être un quart qui savait en gros ce que c'était, trois quarts qui n'avaient jamais entendu parler de cette histoire de TAFTA. Alors ça, c'est quand même inquiétant sur notre vie démocratique, et on s'aperçoit que non seulement les médias sont quand même complices de ce silence. Eux-mêmes, d'accord, on peut dire que s'ils ne sont pas informés eux-mêmes, c'est dommage, parce que c'est quand même leur boulot de s'informer. Donc, ils devraient être informés et ils ne retransmettent pas. C'est quand même un peu inquiétant. Et d'autre part, nous avons un gouvernement qui, officiellement, pour faire bien, pour maintenir son parfum de socialisme humaniste et autres, nous dit qu'il faut faire attention au libéralisme, etc. Mais n'empêche que par-dessous, et sans nous le dire, il donne des instructions à ses ministres pour aller à Bruxelles discuter et aller dans ce sens-là. Quand vous avez entendu le gouvernement, la ministre, vous parler du TAFTA, nous dire à nous, citoyens, que bon, il y a un truc qui se négocie, ça pourrait être intéressant pour le business, pour le volume du commerce, je sais pas, il pourrait présenter la chose quand même. Eh ben non, il ne nous en parle pas. Et au nom de 60 millions de Français, il y a quelqu'un là-bas à Bruxelles qui discute et qui dit amen à ce que disent les Américains. Alors c'est quand même un peu inquiétant. Voilà, alors la démocratie à tout niveau là, est en péril avec des histoires comme ça. Il faut se rebeller, il faut agir, il faut en parler autour de nous. Et des fois, moi j'ai l'impression d'être un peu catastrophiste comme ça, comme annoncer la fin du monde et des choses un peu fantaisistes. Mais bon, ça c'est réel, enfin, ça se passe réellement là en ce moment. Et on n'est pas au courant, et les gens autour de nous ne sont pas au courant, et si on leur casse les bonbons avec ça, au bout d'un moment, ils vont nous dire « Oh là, laisse-nous, arrête, attends, déjà on a les élections, c'est compliqué,
on ne sait pas où voter, si en plus il faut s'occuper de ça, ben si, il faut s'en occuper, parce que nos gouvernants, même nos élus s'en occupent pas, désolé pour l'élu d'ici, mais pour l'instant, ils s'en occupent pas sérieusement. Donc espérons que petit à petit les élus locaux, il faut que ça commence à démarrer de la base et que ça monte, puisque on attendait que ça nous descende dessus les informations et ça ne se passe pas, donc démarrons de la base. Je voudrais juste signaler quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un mois. Vous avez une très grosse entreprise française d'ensemble, transporteur qui travaille pour toute l'Europe et voire les États-Unis, qui vient d'être racheté déjà par une entreprise américaine. Donc au-delà de TAFTA, déjà ils commencent à mettre la main sur le paquet chez nous. En plus, quand vous connaissez d'Entresemble, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent comment fonctionne d'Entresemble. D'Entresemble était à l'origine une entreprise française avec des salariés français, mais aujourd'hui, ils ont plus de 80% de salariés conducteurs qui ne sont pas de France, mais qui sont des pays de l'Est et qui sont payés à la sauce de l'Est. Donc voilà, on commence déjà à mettre le grappin sur le business. On peut aussi peut-être questionner sur le film l'intervention de l'agriculteur qui, à un moment donné, a parlé de protection. C'est vrai que le protectionnisme, c'est un mot qu'on n'entend plus depuis un certain nombre d'années et qui revient un petit peu dans la bouche de certains courants de pensée. Et voilà, c'est une question qui est en débat, je pense, aujourd'hui. Sans parler de protectionnisme, mais souvent dans les municipalités, pour favoriser les artisans locaux pour faire des travaux, on introduit des clauses qui permettent aux gens locaux de travailler. Et si le TAFTA passe en tant que tel, eh bien il faut bien voir que ces causes ne seront pas acceptées et pourront être attaquées devant un tribunal. Et ce qui est grave, et là on n'en a pas peut-être développé, et j'aimerais que tu développes si tu peux, ce qui est en question actuellement, c'est que ce soit des tribunaux privés. C'est-à-dire donc qu'on juge ces affaires-là. Admettons, s'il y a la mairie de Montagnac qui passe un marché pour une construction d'immeuble, à la limite ça peut intéresser l'entreprise Bouygues qui dit, eh bien, s'il y avait une condition en disant il faut favoriser par exemple les emplois locaux, eh bien ça peut être attaqué devant un tribunal, et à ce moment-là c'est un tribunal privé, et c'est vraiment un déni parce que c'est les gens de la municipalité de Montagnac ont été élus, tandis que l'entreprise Bouygues n'a été élue par personne. Voilà. Bon, si tu pouvais nous expliquer ces tribunaux privés, ça serait intéressant. Tribunal arbitral privé, l'affaire Tapi, Adidas, 405 millions d'argent public, tribunal privé arbitral, d'accord. Donc ça existe, et ça existe dans le droit international aussi, sauf qu'il faut bien faire attention, c'est du droit privé. D'accord ? C'est-à-dire que les tribunaux sont indépendants des États. Et du moment qu'on a des négociateurs de l'Union européenne qui sont d'accord pour que ces tribunaux soient reconnus par les États, automatiquement, ils ont la possibilité de rendre des arbitrages. C'est quelque chose d'automatique. Alors là-dessus, il faut savoir que la bataille est ardue, elle est en cours, et on est en train de gagner là-dessus. Je pense qu'on est en train de gagner, les dernières nouvelles sont assez bonnes. Il y a des choses qui sont très intéressantes. On sait par exemple que les commissions qui travaillent aujourd'hui et qui étaient pour que ces tribunaux soient mis en place, aujourd'hui le refusent. Ça passe pas, notamment en Allemagne. Une des raisons qui font que ça passe pas, même si ça n'a pas été accepté par l'Union européenne, c'est la fameuse initiative citoyenne européenne qui a été lancée par le réseau des attaques en Europe. J'explique en 30 secondes ce que c'est. C'est une des dispositions du traité constitutionnel européen qui donne autorisation aux gens de demander un référendum s'ils arrivent à réunir dans plus de 12 pays de l'Union européenne 1 million de signatures qui demandent sur une loi une consultation populaire. Ça a été fait. On a demandé à être consulté sur cette histoire de TAFTA. La Commission européenne a répondu qu'on ne pouvait pas consulter les gens sur un traité dont on n'avait pas les mandats de négociation, les tenants, les aboutissants. Dont la question ne concernait pas, c'est la réponse de la Commission, ne concerne pas les citoyens. Impossible. Ça a été maintenu,
Le référendum continue d'être demandé, il y a une pétition européenne. On est arrivé à 1 800 000 signatures. Et on est arrivé au quota pour que la pétition soit valable si elle avait été acceptée. Il aurait fallu que 12 pays atteignent un quota de signatures, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais les 12 pays ont atteint le quota de signatures, la France, l'Allemagne, les principaux ont atteint. Et ça impressionne énormément. C'est-à-dire que la mobilisation populaire est en train d'avoir lieu. Donc forcément, dans les médias, on commence à en parler un petit peu plus, on en parle dans des conseils municipaux, on en parle dans des gouvernements. Je vous disais tout à l'heure la position du gouvernement français, il y a des députés qui ont interrogé Fleur Pellerin en lui demandant, voilà, est-ce que vous nous confirmez que ce traité est un traité mixte? On avance, c'est mixte, les Allemands l'ont reconnu, les Français l'ont reconnu, et au niveau des tribunaux arbitraux, ils soufflent le chaud et le froid. J'ai vu Pierre qui disait, ne sois pas trop enthousiaste, tu as raison, parce que quand le gouvernement français, par exemple, fait une déclaration en disant « nous avons demandé à ce que la Commission vote contre », ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on a des fonctions qui fuitent, et on sait qu'au même moment, Valls a demandé aux négociateurs d'appuyer l'établissement des tribunaux privés. Donc, il souffle le chaud et le froid, on n'a pas les textes, mais en tout cas, le débat est vraiment sur il faut s'en emparer. Le débat, il est sur la table. Ça, c'est une partie du traité qui n'est pas gagnée du tout. Que se déclarer hors TAFTA n'est pas négligeable, puisque ça fait connaître aux gens, mais en fin de compte, ça montre aux personnes qu'il existe cette possibilité de traiter. Et faire connaître quelque chose, je crois qu'à un moment donné, ça peut éveiller la conscience des gens, et si on arrive un jour à un référendum, les gens voteront à ce moment-là en connaissance de cause. Et pour moi, c'est ça la démocratie. Par rapport à l'intervention qu'il y a eu tout à l'heure et l'entreprise, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est en plein dans le... Pardon, je me lève. On est en plein dans le capitalisme, puisqu'on voit bien que le monde du travail est lourdement attaqué, piétiné, ravagé, et je vous fais pas la liste. Et c'est vrai qu'après, ce TAFTA va influer alors, sur l'agriculture, sur pas mal de choses, mais la question des droits sociaux, il faut aussi la poser. Tout à l'heure, on expliquait un petit peu le thé qu'on vend là, qui est le thé des Fralib. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur Gémenos, du côté de Marseille, une entreprise qui s'appelle Fralib, des salariés qui ont occupé leur usine pour récupérer leur outil de travail. Cette lutte, elle a duré 3 ans. Elle a mené à la création d'une Scopti, et ces 50 salariés sont en train, ça y est, la Scopti a démarré, de produire leur thé. Leur thé produit localement à Gémenos, avec toute la qualité que des militants comme nous, on peut être en demande d'exiger. Donc cette question-là des Fralib, elle est antérieure. Mais si le TAFTA était là, cette question, elle n'existerait pas. Aucun travailleur ne pourrait récupérer son outil de travail pour fabriquer une scope et du coup lutter contre le seul ennemi qu'on peut avoir, qui est le capitalisme. Donc c'est vrai que c'est ces questions-là aussi, si je l'explique comme ça, c'est parce qu'il faut qu'on aille à la rencontre des travailleurs pour leur expliquer. Et ce chemin d'explication, il les concerne, puisque les travailleurs aujourd'hui travaillent pour survivre, même pas pour vivre dignement, et ça on le sait, mais il faut arriver à les engager dans la lutte alors, contre le TAFTA, même s'ils ont d'autres luttes à mener, mais leur montrer qu'il y a des jonctions. Et cette jonction-là, de droits sociaux, de droits du travail, de la défense des intérêts collectifs, elle est fondamentale. Alors effectivement, il faut que toutes les municipalités, partout où on se déplace, que les municipalités puissent s'investir, prendre position. Après, il y a des municipalités qui vont prendre des positions pour le TAFTA. C'est un débat d'idées, d'arguments, mais on passera notre route, puisque nous, on est sur une position Stop TAFTA, puisque le collectif s'appelle comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que les municipalités, les pouvoirs publics, les élus, qui ont été élus par les citoyens, prennent des positions. Alors, Mez l'a fait, il faut qu'on continue, qu'on aille et à la rencontre des gens, et à la rencontre de nos élus, pour qu'ils prennent position. C'est aussi l'objectif de notre collectif. Et voilà, et je terminerai en insistant sur cet exemple, j'y pense, puisque là, on a vendu des boîtes de thé. Et voilà, et tout un chacun, je fais aussi la pub pour Scopti. Si vous buvez du thé, si vous invitez du thé, achetez une boîte de thé
par an. Skopje, c'est une boîte de produits locale par des travailleurs qui se sont battus et qui continueront de se battre. La municipalité soit hors d'Arta, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un document, vous avez quelque chose, vous avez qu'on puisse agir par rapport à ma commune, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Alors, bon, là, les démarches sont engagées, hein, comme Nadine l'a dit tout à l'heure. On a fait tourner, on a écrit à toutes les municipalités de ce qu'on appelle le pays de Tours, donc les 3 communautés d'agglomération qui sont sur les 32 Tours, les 33. On n'a pas écrit à Metz parce que c'était déjà fait. On a écrit et on a envoyé le texte de la délibération. Puis Salicon, je pense, c'est dedans. Non, ben, il va falloir élargir alors. Il va falloir élargir. Mais de toute façon, les délibérations sont toutes les mêmes. Hein, elles sont reprises, elles ont été écrites notamment par le monsieur que vous avez vu là-bas, c'est par Génard. Hein. C'est Génard qui a écrit les délibérations parce qu'il connaît très bien le droit. Elles sont reprises, elles circulent. Il y a un appel qu'on peut signer en ligne. On peut signer bien sûr l'appel national et l'appel à l'initiative citoyenne européenne sur le collectif national Stop TAFTA. Pour ce qui concerne le pays de Thau, il y a un appel qui est sur thau-hors-tafta.fr. Après, il faut s'organiser, il faut, oui bien sûr, il faut créer. Il y a un collectif départemental qui existe, mais bon, qui fait beaucoup d'autres choses aussi, qui s'est occupé des gaz de schiste, puis bon, c'est des organisations. Ce qui est très frappant, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont pris des positions contre le TAFTA. On connaît très peu d'organisations qui ont pris position pour le TAFTA. Officiellement, c'est assez rigolo. Hein. Après, moi je pense qu'avant de faire une délibération en conseil, il faut créer le débat au sein de la commune, de façon à ce que ça porte cette signature, quoi. Cette validation au sein du conseil municipal. Ah oui, sur Internet. Et une fois qu'on a cliqué une fois, on reçoit plein de choses. Vous avez un petit 4 pages là, qui était bien foutu, assez synthétique. Il y en a un. Il faudrait en envoyer un par conseiller municipal, comme ça vous pouvez le distribuer et puis prévoir d'en parler entre vous à une autre. Voilà, celui-là il est bien fait, il n'est pas très long à lire, c'est pas trop ardu. C'est normal. On a proposé de toute façon à tous les conseillers municipaux et les gens des communautés de communes de se déplacer, de co-organiser des réunions. S'il faut aller à Puy-Salicon, sur une salle pour faire une réunion comme celle-ci, là il y a des gens de Poussan, il y a des gens de Sète, il y a des gens de Metz, on vient. Voilà. Moi je peux organiser une réunion avec le collectif, peut-être nous, notre collectif, dans le village avec des tracts pour inviter la population à venir se renseigner et surtout les municipalités, voilà, pour qu'elles se déclarent hors TAFTA aussi. Voilà. Parce que bon, moi par exemple, j'ai dans mes yeux, concernant, moi ça m'intéresse, je suis agricultrice aussi, je vois écrit la fin des appellations d'origine contrôlée et autres indications géographiques, donc ça Serge nous l'a dit. En France, il y a 93 appellations d'origine dans l'alimentaire, hors vin et alcool, 52 fromages et autres produits laitiers, 6 fruits, 5 légumes, 14 olives et huile d'olive, 11 viandes et charcuteries et 5 autres productions. Si ce TAFTA passe, par exemple, les Canadiens ou autres pays de l'Union européenne pourront vendre du beurre sous le nom beurre d'Isigny ou du fromage sous le nom de bleu d'Écosse. Et voilà, et ça n'existera plus, on n'aura plus d'appellation et on en a bien dit Serge tout à l'heure. Donc ça c'est dramatique, on pourra manger des OGM sans s'en rendre compte, on n'aura plus le droit de l'interdire en France. Voilà. Tout ça c'est dangereux pour la santé, voilà. Monsanto, comme le dit André, il n'attend que ça. Si ce marché se faisait, hein, c'est 800 millions de personnes avec un potentiel économique de 55% de la planète. On se retrouverait parce qu'aujourd'hui aussi, surtout les États-Unis, la crainte c'est de la puissance chinoise qui monte. Et ce nouveau capitalisme n'est pas accepté par l'ancien capitalisme, celui-là des multinationales surtout. Donc on se trouverait dans une situation de 2 blocs avec risque d'affrontement, risque de guerre. Donc effectivement, il y a tout ce qu'on parle qui nous touche sur l'alimentation, sur notre statut social, et voir les risques. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est faire la Chine? La Chine est un pays qui a besoin de recevoir de l'alimentation parce que
1,3 milliard d'habitants qui veulent consommer à la mode européenne, avec 7% de surface agraire du monde et 25% de population de la planète, vous voyez le déséquilibre. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que les pays qui vont subir le plus, ça sera certainement l'Afrique. Sur l'appropriation des terrains, dans cette lutte-là, c'est eux qui seront encore les plus perdants. Le risque de guerre serait probant. Donc si l'Europe reste libre, eh bien, on pourra commercialiser avec la Chine, on n'aura pas ces contrats, on verra. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a ce sujet aussi qui est extrêmement important. Pour saluer les 4 adjoints qui nous ont rejoints, Madame Bernato, Madame Baratini, Monsieur Génère et Madame Rigaud, j'ai vu. Merci d'être présent. Monsieur le maire était là, il a dû partir, mais merci à vous d'être venu écouter toutes ces explications. Voilà, je voulais juste rajouter que pour plus d'informations, on peut signer l'appel. Nous avons ici, vous pouvez déjà signer si vous ne l'avez pas fait sur Internet. Et sinon, vous pouvez aller visiter le site national qui est www.collectifstopnafta, c'est pas facile à dire, .org. Voilà, sinon vous avez aussi celui de Pays de Toor-Tafta, qui vous ramène aussi à celui du national. Donc voilà, comme dit Valérie, s'il n'y en a pas d'autres questions, on peut continuer le débat autour d'un apéritif. Cher président des États-Unis, je t'écris pour t'annoncer que le grand marché transatlantique ne se fera pas. Oui, je sais, c'est une huge opportunity sans doute pour toi, mais pas pour moi. Alors voilà, j'ai bien réfléchi et j'ai pris ma décision. Finalement, c'est non. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Je garde mon maïs, mes données, mes normes et mes lois, et j'évite les grands procès que les sociétés privées feraient à nos États. Tu vois, pour toutes ces raisons-là, le grand marché transatlantique ne se fera pas.